il existe une idée simple mais profondément dérangeante que beaucoup de personnes mettent des années à comprendre. Ce que nous appelons l'enfant intérieur ne disparaît jamais vraiment. Il ne grandit pas, il ne vieillit pas, il ne s'adapte pas au monde adulte comme nous le faisons en apparence. Il reste là, intact, portant encore les émotions, les manques et les blessures de l'enfance. Et le problème, c'est pas qu'il soit fragile, le problème, c'est que nous passons notre vie à faire comme s'il n'existait pas. Nous avançons, nous travaillons, nous construisons des relations, mais intérieurement, une partie de nous continue à attendre ce qu'elle n'a jamais reçu pleinement. Beaucoup de personnes cherchent l'amour de soi comme une compétence à acquérir, comme une technique à apprendre ou un objectif à atteindre. En réalité, l'amour de soi n'est pas quelque chose que l'on ajoute, c'est quelque chose que l'on répare. Lorsque l'enfant intérieur a appris trop tôt qu'il fallait mériter l'attention, se faire discret pour être accepté ou se montrer fort pour ne pas déranger, l'adulte reproduit ces stratégies sans s'en rendre compte. Il devient exigeant avec lui-même, dur, parfois même cruel, en pensant que c'est ainsi qu'il progressera. Mais on ne guérit jamais une blessure en la niant. Guérir son enfant intérieur commence par une prise de conscience inconfortable, comprendre que certaines réactions émotionnelles disproportionnées, certaines peurs d'abandon, certaines dépendances affectives ne viennent pas du présent mais d'un passé encore actif. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un mécanisme de survie ancien. À un moment donné, cet enfant a fait ce qu'il pouvait pour continuer à aimer, pour continuer à appartenir, même au prix de lui-même. Et l'adulte, aujourd'hui, continue souvent à payer ce prix sans comprendre pourquoi il s'épuise. Retrouver l'amour de soi ne signifie pas devenir narcissique ni se replier sur soi. Cela signifie apprendre à se parler autrement. L'enfant intérieur n'a pas besoin de grandes déclarations, il a besoin de cohérence. Il a besoin que l'adulte que nous sommes aujourd'hui cesse de se trahir en permanence. Chaque fois que nous acceptons une relation qui nous blesse, chaque fois que nous minimisons nos besoins, chaque fois que nous nous forçons à être quelqu'un d'autre pour être aimé, nous confirmons à cet enfant une croyance ancienne. Je ne mérite pas mieux. Le travail intérieur commence lorsque l'on accepte de ralentir et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur sans vouloir corriger immédiatement. Il ne s'agit pas de revivre l'enfance, mais de reconnaître ce qui n'a jamais été entendu. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut comprendre intellectuellement son passé pour aller mieux. En réalité, ce qui apaise, c'est pas l'analyse, c'est la sécurité émotionnelle que l'on apprend enfin à s'offrir lorsque l'adulte devient un repère fiable pour lui-même. Quelque chose commence à se transformer en profondeur. Ce qui complique souvent ce travail intérieur, c'est la confusion entre comprendre et ressentir. Beaucoup de personnes savent expliquer leur histoire avec précision. Elles connaissent les faits, les événements, parfois même les causes. Pourtant, malgré cette lucidité apparente, la souffrance reste intacte. Et cela arrive parce que l'enfant intérieur ne parle pas le langage de la logique, il parle le langage de la sécurité. Tant que cette sécurité n'est pas reconstruite dans le présent, les explications restent en surface. On peut tout comprendre sans jamais se sentir vraiment apaisé. L'un des signes les plus clairs d'un enfant intérieur blessé est la difficulté à se traiter avec douceur. Il y a cette voix intérieure qui juge, qui critique, qui exige toujours plus. Elle pousse à se dépasser, à ne jamais être satisfait, à considérer le repos comme une faiblesse. Cette voix n'est pas née par hasard. Elle s'est souvent construite dans un environnement où l'amour était conditionnel, où la reconnaissance dépendait de la performance, du comportement ou du silence. L'adulte continue alors à se parler comme on lui a parlé autrefois, pensant que cette dureté est nécessaire pour avancer. Restaurer l'amour de soi passe par un changement radical mais subtil dans la relation que l'on entretient avec cette voix intérieure. Il ne s'agit pas de la faire taire brutalement, mais de comprendre d'où elle vient
derrière la critique se cache souvent une peur ancienne, celle de ne pas être assez, celle d'être rejeté ou abandonné. Lorsque l'on commence à répondre à cette peur avec compréhension plutôt qu'avec combat, la tension intérieure diminue, on cesse peu à peu de vivre en état d'alerte permanente. Il est aussi important de reconnaître que l'enfant intérieur se manifeste souvent dans nos relations. Il cherche à réparer ce qui a manqué en espérant que l'autre comblera enfin le vide. Cela peut conduire à des attachements déséquilibrés, à une peur intense de perdre ou à une tendance à accepter l'inacceptable. Tant que cette attente inconsciente est projetée sur l'extérieur, l'amour de soi reste fragile. On dépend alors du regard de l'autre pour se sentir exister, ce qui crée une instabilité émotionnelle constante. Le véritable tournant se produit lorsque l'adulte comprend qu'il n'est plus seul face à ses blessures. Il peut aujourd'hui offrir à cet enfant ce qui n'a pas été possible autrefois. Cela commence par des gestes simples mais cohérents, respecter ses limites, écouter ses signaux de fatigue, reconnaître ses émotions sans les minimiser. Ce sont pas des actes spectaculaires, mais ce sont eux qui reconstruisent la confiance intérieure. Peu à peu, l'enfant cesse de crier pour être entendu parce qu'il sent enfin une présence fiable. À mesure que cette relation intérieure s'apaise, quelque chose change aussi dans la manière d'être au monde. Les décisions deviennent plus alignées, les relations plus justes, les attentes plus réalistes. L'amour de soi ne se manifeste pas par une exaltation permanente, mais par une stabilité nouvelle. On se sent moins dépendant des validations extérieures, moins en lutte contre soi-même. Ce n'est pas une transformation soudaine, c'est un processus lent mais profondément libérateur qui redonne une continuité intérieure là où il n'y avait que fragmentation. Un autre malentendu fréquent consiste à croire que guérir son enfant intérieur revient à rester prisonnier du passé. Et en réalité, c'est l'inverse. Tant que certaines blessures ne sont pas reconnues, elles continuent d'influencer le présent de manière invisible. Ce n'est pas le passé qui enferme, c'est ce que l'on n'a jamais intégré. Lorsque l'on refuse de regarder ces zones sensibles, elles ne disparaissent pas, elles se manifestent autrement, sous forme d'anxiété, de fatigue émotionnelle ou de relations répétitives qui échouent toujours de la même façon. Beaucoup de personnes développent une forme de rigidité intérieure pour ne pas ressentir. Elles se coupent de leurs émotions en pensant se protéger, mais ce mécanisme finit par créer une distance avec elles-mêmes. L'enfant intérieur, dans ces cas-là, n'exprime plus sa souffrance par des débordements émotionnels, mais par un vide, une impression de ne plus vraiment ressentir de joie, d'enthousiasme ou d'élan vital. Toute cette neutralité apparente est souvent le signe d'un trop-plein d'ancien qui n'a jamais trouvé d'espace pour être accueilli. Retrouver l'amour de soi implique alors de réapprendre à ressentir sans se juger. Cela demande du courage, car ressentir, c'est accepter une certaine vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une capacité. Lorsque l'on s'autorise à reconnaître la tristesse, la colère ou la peur sans chercher immédiatement à les corriger, ces émotions perdent progressivement leur caractère envahissant. Elles deviennent des informations, non plus des menaces. L'enfant intérieur se sent reconnu, non plus combattu. Il est important de souligner que ce travail ne consiste pas à se complaire dans la douleur. Il s'agit plutôt de créer une relation intérieure suffisamment solide pour que les émotions puissent circuler sans tout envahir. L'adulte apprend à contenir, à rassurer, à poser des mots justes là où il n'y avait autrefois que du silence ou de la confusion. Cette capacité à se contenir soi-même est l'un des fondements les plus profonds de l'amour de soi. Au fil de ce processus, beaucoup de personnes constatent un changement dans leur rapport au temps.
elle cesse d'être constamment projetée vers l'avenir ou enfermée dans le regret du passé. Quelque chose s'ancre davantage dans le présent. C'est pas un état d'euphorie, mais une présence plus stable, plus habitée. L'enfant intérieur n'est plus laissé seul derrière, il est intégré dans la continuité de la personne adulte. Cette intégration apporte une forme de calme qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ce calme stade du cheminement, une question revient souvent de manière implicite. Comment savoir si l'on avance réellement vers l'amour de soi ou si l'on se raconte simplement une histoire rassurante? La réponse ne se trouve pas dans les pensées, mais dans les comportements quotidiens. Lorsque l'enfant intérieur commence à se sentir en sécurité, les choix changent, on tolère moins ce qui abîme, on se justifie moins, on s'excuse moins d'exister. Ce ne sont pas des décisions spectaculaires, mais des ajustements progressifs qui révèlent une transformation réelle. L'un des indicateurs les plus fiables est la manière dont on réagit face à l'inconfort relationnel. Auparavant, la peur de perdre pouvait pousser à se suradapter, à faire taire ses besoins ou à accepter des compromis déséquilibrés. Lorsque la relation intérieure se consolide, cette peur perd de son pouvoir. Non pas parce qu'on devient indifférent, mais parce que l'on sait désormais que l'on peut se soutenir soi-même. L'enfant intérieur n'est plus dépendant d'une validation extérieure pour se sentir légitime. Cela ne signifie pas que les relations deviennent faciles ou exemptes de difficultés, mais elles cessent d'être des lieux de réparation. L'autre n'est plus chargé de combler un manque ancien. Il devient un partenaire de chemin, non une béquille émotionnelle. Cette distinction change profondément la qualité des liens. On choisit davantage par affinité que par besoin. Et ce choix repose sur une base intérieure, plus stable, moins anxieuse. Il est également fréquent d'observer un rapport différent à l'erreur et à l'imperfection. Là où l'enfant blessé vivait chaque échec comme une confirmation de son indignité, l'adulte en voie de réconciliation intérieure apprend à faire de la place à l'incomplétude. L'erreur n'est plus une menace pour l'estime de soi, mais une expérience parmi d'autres. Cette capacité à rester bienveillant envers soi-même dans les moments de fragilité est un signe clair de guérison en cours. Avec le temps, une forme de confiance tranquille s'installe. Elle n'a rien à voir avec l'assurance affichée ou la performance sociale. C'est une confiance silencieuse, presque discrète, qui repose sur une certitude intérieure. Quoi qu'il arrive, il y aura une présence intérieure capable de traverser l'épreuve. Cette certitude change le rapport à l'incertitude, au changement et même à la solitude. L'enfant intérieur ne redoute plus l'abandon de la même manière, car il n'est plus seul face au monde. Ce travail demande de la patience, car il ne suit pas une progression linéaire. Il y a des avancées, des retours en arrière, des moments de clarté et d'autres de doute. Mais chaque fois que l'adulte choisit de rester présent plutôt que de se détourner, un pas supplémentaire est franchi. Guérir son enfant intérieur ne consiste pas à atteindre un état idéal, mais à instaurer une relation durable avec soi-même, fondée sur la fiabilité, la cohérence et le respect. À mesure que cette relation intérieure devient plus stable, une autre dimension essentielle apparaît, la capacité à poser des limites sans culpabilité. Beaucoup de personnes confondent encore limite et rejet, comme ceux d'ailleurs non revenaient automatiquement à perdre l'autre. Cette confusion prend souvent racine dans l'enfance, lorsque l'expression des besoins n'était pas accueillie ou était perçue comme une menace pour le lien. L'enfant intérieur a alors appris que pour être aimé, il fallait s'adapter, se taire ou céder. L'adulte continue parfois à fonctionner sur ce modèle, même lorsque le contexte n'existe plus. Retrouver l'amour de soi implique de déconstruire cette association entre limite et danger. Poser une limite n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de clarté. C'est indiquer où l'on commence et où l'on s'arrête. Lorsque l'adulte devient capable de se positionner sans se justifier excessivement, l'enfant intérieur reçoit un message fondamental. Je te protège,
je fais attention à ce qui te touche. Cette protection n'exige ni rigidité ni dureté, mais une cohérence intérieure qui se renforce avec le temps. Il est fréquent que cette phase génère une certaine inquiétude. Certaines relations changent, d'autres s'éloignent, non pas parce que l'on devient moins aimable, mais parce que l'on cesse d'être disponible à n'importe quel prix. Ce tri relationnel peut être déstabilisant, mais il révèle souvent la nature réelle des liens. Les relations qui reposaient sur l'effort unilatéral s'affaiblissent, tandis que celles fondées sur la réciprocité gagnent en profondeur. L'amour de soi agit ici comme un filtre naturel. Dans ce processus, beaucoup découvrent aussi une relation différente à la solitude. Ce qui était autrefois vécu comme un vide angoissant devient progressivement un espace habitable. L'enfant intérieur, rassuré par la présence de l'adulte, n'a plus besoin de remplir chaque silence. La solitude cesse d'être une menace et devient parfois un lieu de ressourcement. Ce changement transforme profondément la manière d'entrer en relation. On ne cherche plus l'autre pour combler, mais pour partager. Retrouver l'amour de soi ne signifie pas se couper du monde ni devenir autosuffisant émotionnellement. Cela signifie ne plus se perdre dans l'autre. Lorsque la relation intérieure est solide, le lien avec autrui devient plus libre. Il y a moins de peur, moins d'attentes implicites, moins de projections. Chacun reste responsable de sa propre histoire. Cette posture favorise des relations plus simples, plus authentiques, où la présence est un choix et non une nécessité. Ce cheminement conduit souvent à une redéfinition subtile de la notion de réussite personnelle. Autrefois mesurée par le regard extérieur, la performance ou la reconnaissance, elle se recentre progressivement sur la qualité de la relation à soi. Se sentir aligné, respecter son rythme, reconnaître ses besoins deviennent des indicateurs plus fiables que l'approbation sociale. Cette transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle se ressent profondément à l'intérieur comme une forme de stabilité retrouvée avec le temps. Une compréhension plus fine s'installe concernant ce que signifie réellement prendre soin de soi. Il ne s'agit plus seulement d'éviter ce qui fait mal, mais de reconnaître ce qui nourrit. L'enfant intérieur n'a pas seulement souffert d'un manque de protection, il a aussi manqué de reconnaissance authentique. Beaucoup d'adultes savent éviter certaines situations toxiques, mais continuent à s'oublier dans leur quotidien en négligeant leurs élans profonds, leurs besoins de repos, de sens ou de simplicité. L'amour de soi ne se limite pas à dire non, il inclut aussi la capacité à dire oui à ce qui fait du bien. Ce travail intérieur transforme progressivement le rapport à l'effort. Auparavant, l'effort était souvent vécu comme une obligation pour mériter sa place, sa valeur ou l'affection des autres. En se réconciliant avec son enfant intérieur, l'adulte redéfinit l'effort comme un engagement choisi, non comme une dette à rembourser. Cela change profondément la relation au travail, aux responsabilités et même aux projets personnels. On agit davantage par cohérence que par peur, par envie de contribuer, plutôt que par besoin de se prouver quelque chose. Un autre changement important concerne la manière de traverser les moments de fragilité. Au lieu de se durcir ou de se juger, l'adulte apprend à reconnaître ces moments comme des signaux. Fatigue, irritabilité, découragement deviennent des informations précieuses plutôt que des défauts à corriger. L'enfant intérieur se sent alors entendu avant que la souffrance ne s'intensifie et cette capacité d'écoute préventive réduit considérablement les crises émotionnelles et renforce un sentiment de continuité intérieure. Il est également fréquent que ce cheminement modifie la relation au corps. Beaucoup de blessures émotionnelles se traduisent par des tensions chroniques, une difficulté à se détendre ou une sensation de déconnexion corporelle. Lorsque la sécurité intérieure augmente, le corps se relâche progressivement, la respiration devient plus ample, les sensations plus accessibles, le corps cesse d'être un lieu de lutte et redevient un espace d'habitation. Cette reconnexion corporelle participe pleinement à la reconstruction de l'amour de soi. À ce stade,
La personne ne cherche plus à se définir uniquement à travers son passé ou ses blessures. Celles-ci sont reconnues, intégrées, mais elles ne constituent plus le centre de l'identité. L'enfant intérieur n'est plus une part fragile à protéger constamment, il devient une source de sensibilité, de créativité et de profondeur. Ce renversement est essentiel. Ce qui faisait souffrir devient une ressource, non parce que la douleur était nécessaire, mais parce qu'elle a été transformée. Ce processus conduit naturellement à une plus grande tolérance envers soi-même et envers les autres. Comprendre ses propres mécanismes permet de regarder ceux des autres avec plus de nuances, sans pour autant s'oublier. L'amour de soi ne rend pas plus exigeant, il rend plus juste, et on sait mieux ce que l'on peut donner, ce que l'on ne peut pas, et ce que l'on n'accepte plus. Cette justesse intérieure crée des relations plus équilibrées et une vie émotionnelle moins chaotique. Lorsque ce travail intérieur s'approfondit, une perception différente de la vulnérabilité émerge. Ce qui était autrefois vécu comme une menace devient peu à peu une zone de vérité. Beaucoup de personnes ont appris très tôt à masquer leurs émotions, à ne pas montrer leurs failles, à se protéger derrière une façade de contrôle. Cette stratégie a souvent été utile à un moment donné, mais elle finit par isoler. L'enfant intérieur, privé d'expression authentique, reste alors enfermé dans une tension permanente, toujours en attente d'un danger qui n'est plus réellement présent. Apprendre à accueillir cette vulnérabilité ne signifie pas s'exposer sans discernement. Il s'agit plutôt de reconnaître ce qui se passe intérieurement sans le nier ni le dramatiser. Lorsque l'adulte accepte de dire intérieurement quelque chose me touche ici, sans se juger, un espace nouveau s'ouvre, l'émotion peut exister sans envahir. L'enfant intérieur n'a plus besoin d'exagérer ses réactions pour être entendu, car une écoute réelle s'est installée. Cette transformation a un impact direct sur la qualité de la présence à soi. Au lieu de vivre constamment dans l'anticipation ou la rumination, l'attention revient davantage à ce qui se passe ici et maintenant. Le corps, les sensations, les émotions deviennent des repères fiables plutôt que des sources de confusion. Cette présence apaise profondément car elle réduit le sentiment d'être dispersé ou morcelé intérieurement, ou l'enfant intérieur retrouve une continuité qui lui manquait depuis longtemps. Dans les relations, cette posture se traduit par une communication plus claire et plus simple. Il devient possible d'exprimer un inconfort sans accusation, un besoin sans justification excessive, une limite sans agressivité. Ce changement n'est pas technique, il est relationnel. Il naît du fait que l'adulte n'attend plus que l'autre valide son droit d'exister. Cette sécurité intérieure modifie subtilement la dynamique des échanges en diminuant les jeux de pouvoir et les attentes implicites. Il arrive aussi que certaines émotions longtemps refoulées refassent surface à ce stade, tristesse ancienne, colère contenue, sentiment d'injustice. Loin d'être un recul, cette remontée est souvent un signe d'intégration en cours. L'enfant intérieur se sent suffisamment en sécurité pour relâcher ce qu'il retenait depuis longtemps. Ces moments peuvent être déstabilisants, mais ils sont généralement transitoires lorsqu'ils sont accueillis avec patience et bienveillance. Progressivement, une confiance plus profonde s'installe dans le fait que l'on peut traverser ses propres états intérieurs sans se perdre. Et cette confiance ne supprime pas la douleur, mais elle enlève la peur de la douleur. Et c'est souvent cette peur, plus que l'émotion elle-même, qui faisait souffrir. Lorsque cette peur diminue, la relation à soi se simplifie et l'amour de soi cesse d'être une idée abstraite pour devenir une expérience vécue, incarnée, stable. À ce moment du cheminement, beaucoup réalisent quelque chose de fondamental. L'amour de soi ne se construit pas contre les autres, mais à partir de soi. Tant que l'enfant intérieur attend réparation exclusivement de l'extérieur, chaque relation devient un enjeu vital. Un message non répondu, une distance passagère, un silence prolongé peuvent réveiller des peurs anciennes et disproportionnées. Lorsque la sécurité intérieure s'installe, ces situations perdent une partie de leur charge émotionnelle.
elles sont perçues pour ce qu'elles sont et non comme des menaces pour l'existence affective. Ce changement modifie profondément la manière d'interpréter les comportements des autres. Auparavant, tout pouvait être vécu comme un signe personnel de rejet ou de désintérêt. Avec une base intérieure plus solide, l'adulte est capable de faire la part des choses. Il comprend que l'autre a son propre rythme, ses propres limites, son propre monde intérieur. Cette compréhension ne mène pas à l'excuse permanente, mais à une lecture plus juste de la réalité relationnelle. On cesse de tout ramener à soi. Il devient alors possible de différencier l'attachement de la dépendance. L'attachement sain repose sur le plaisir d'être en lien, la dépendance sur la peur de perdre. Lorsque l'enfant intérieur se sent soutenu de l'intérieur, l'attachement gagne en liberté. On peut aimer sans se crisper, s'investir sans se dissoudre, s'engager sans s'oublier. Cette liberté transforme l'expérience du lien en quelque chose de plus léger, mais aussi de plus profond. Dans cette phase, beaucoup découvrent aussi une forme nouvelle de responsabilité émotionnelle, non pas la responsabilité de tout contrôler ou de tout anticiper, mais celle de reconnaître ce qui leur appartient. Les émotions ressenties ne sont plus automatiquement projetées sur l'autre. L'adulte apprend à se demander ce qui, dans cette réaction, vient du présent et ce qui appartient à une histoire plus ancienne. Cette distinction réduit considérablement les conflits inutiles et les malentendus répétés. Et l'enfant intérieur, ainsi reconnu, cesse progressivement de diriger la vie depuis l'arrière-plan. Il n'est plus aux commandes dans l'urgence ou la panique. Il devient une part intégrée, sensible, précieuse, mais non envahissante. Cette intégration permet une plus grande liberté de choix. Les décisions ne sont plus prises uniquement pour apaiser une angoisse ancienne, mais pour répondre à des besoins actuels, conscients et assumés. Ce mouvement intérieur apporte souvent une sensation de cohérence nouvelle. Les pensées, les émotions et les actions commencent à aller dans la même direction. Cette cohérence est l'un des signes les plus fiables d'un amour de soi en construction. On se sent moins tiraillé, moins divisé intérieurement. Il n'y a pas disparition des doutes, mais ils ne paralysent plus. Ils coexistent avec une confiance de fond discrète mais solide. À mesure que cette stabilité s'ancre, une chose devient claire. L'amour de soi n'est pas un état figé que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une relation vivante qui se cultive au fil du temps. Certaines périodes demanderont plus d'attention, d'autres moins, mais l'essentiel est là. Une capacité acquise à revenir vers soi, à se réajuster, à ne plus s'abandonner intérieurement, même lorsque les circonstances extérieures deviennent incertaines. Au terme de ce chemin intérieur, une évidence s'impose doucement, sans bruit. Guérir son enfant intérieur ne consiste pas à effacer ce qui a été vécu, ni à transformer le passé en quelque chose de plus acceptable. Il s'agit plutôt de cesser de lutter contre son histoire. Lorsque l'adulte reconnaît pleinement ce qui a manqué, ce qui a blessé, sans chercher à minimiser ni à dramatiser, il cesse enfin de se diviser intérieurement. L'enfant n'est plus une part honteuse ou fragile que l'on cache, mais une composante légitime de l'identité. Retrouver l'amour de soi devient alors une conséquence naturelle de cette réunification intérieure. Aimer ne signifie plus se convaincre de sa valeur à travers des affirmations ou des efforts permanents. Aimer, ici, signifie rester fidèle à soi, même lorsque cela coûte. Rester fidèle à ses ressentis, à ses limites, à ses besoins profonds. Cette fidélité intérieure est souvent ce qui a le plus manqué dans l'enfance. Et c'est précisément elle qui répare. À ce stade, beaucoup de personnes réalisent que leur plus grande souffrance ne venait pas uniquement de ce qu'elles ont vécu, mais du fait qu'elles ont longtemps continué à se traiter comme elles avaient été traitées autrefois, se négliger, se durcir, se pousser au-delà du raisonnable, se taire pour préserver le lien. En mettant fin à ces répétitions, l'adulte
interrompt une transmission silencieuse de la blessure, il devient le premier à ne plus perpétuer ce schéma. L'amour de soi se manifeste alors dans des choix simples mais constants, choisir ce qui respecte l'équilibre intérieur, renoncer à ce qui exige un sacrifice permanent de soi, accepter que certaines personnes, certaines situations, certaines dynamiques n'aient plus leur place, non par rejet, mais par clarté. Cette clarté n'est pas froide, elle est calme, elle s'accompagne souvent d'une forme de paix nouvelle, moins intense que l'euphorie, mais infiniment plus stable. Il n'y a pas de point final définitif dans ce travail. La relation à soi évolue, se nuance, s'approfondit au fil des expériences, mais quelque chose a changé de manière irréversible. L'adulte sait désormais qu'il peut se soutenir lui-même, qu'il peut traverser la solitude sans s'effondrer, la déception sans se renier, le doute sans se perdre. Cette confiance transforme la manière d'être au monde. L'enfant intérieur, dans cette configuration, n'est plus celui qui réclame, qui craint ou qui supplie. Il devient celui qui ressent, qui s'émerveille, qui donne accès à une sensibilité plus fine. Il apporte de la profondeur aux relations, de la créativité à la vie, de l'humanité au choix. Loin d'être un poids, il devient une richesse intégrée, protégée, respectée. Finalement, guérir son enfant intérieur et retrouver l'amour de soi revient à poser un acte fondamental, décider de ne plus se quitter intérieurement. Décider que, quelles que soient les circonstances, il y aura toujours une présence fiable à l'intérieur. Cette décision ne se proclame pas, elle se vit, et lorsqu'elle est incarnée, elle modifie silencieusement toute la trajectoire d'une vie.